Salut à tous. Il y a des figures emblématiques de la nation haïtienne que très peu de personnes connaissent. Nous allons voir ensemble quelques de nos compatriotes qui ont laissé des traces ineffaçables. Prière de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et d'activer la notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos. La communauté haïtienne doit se relever avec plus d'éducation sur son patrimoine. Une fois que vous comprenez les problèmes qui se sont abattus sur Haïti, vous pouvez vous cultiver et apprendre du passé. Haïti a été la perle des Antilles. Je ne sais pas si elle l'est encore. Selon vous, est-ce qu'elle l'est encore? Laissez vos réponses en commentaire et dites pourquoi. C'est parti. L'haïtien Joseph Lemercier Laroche était le seul homme noir du Titanic. Vous avez peut-être tous déjà entendu parler de Titanic, tout aussi son naufrage, mais vous ne saviez pas qu'à bord de ce bateau considéré à l'époque comme le plus gros paquebot, qu'il y avait un seul passager noir, et ce fut un haïtien. Qui était-il? Joseph Philippe Lemercier Laroche, un homme noir, ingénieur, né au Cap-Haïtien le 26 mai 1886 et formé en France, se trouvait avec sa femme enceinte, Juliette Lafargue, et leurs deux filles, Simone et Louise, à bord du Titanic lors du voyage inaugural. Sa femme et ses deux enfants ont survécu à la catastrophe du Titanic, mais malheureusement pas Laroche. En plus de ça, son corps n'a jamais été retrouvé. Le 10 avril 1912, la famille Laroche monte à bord du RMS Titanic à Cherbourg, en France. Joseph Laroche a grandi dans une famille aisée haïtienne et revenait à la maison avec sa nouvelle famille en raison de manque de travail. Laroche était le neveu du 21e président d'Haïti, Cincinnatus Leconte. Une descendante de Joseph Laroche, Marley Alberts, a déclaré au Cleveland Daily Banner: « Je veux que tout le monde sache que le Titanic allait en Haïti et qu'il y avait un homme noir à bord qui n'était ni un esclave, ni un serveur ou un domestique. » Est-ce vrai ce que dit Marley au sujet de la destination du Titanic? Laissez vos réponses en commentaire. Dans cette photo, vous pouvez voir Joseph Lemercier Laroche, entouré de sa femme de nationalité française et de ses deux filles. Lui seul a péri dans le navire dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Un Haïtien est le fondateur de Chicago, la troisième plus grande ville des États-Unis. Et là, on parle de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est l'une de ces étoiles ayant pris naissance sur la terre d'Haïti, qui ont marqué et qui marqueront à jamais les États-Unis d'Amérique. De Saint-Marc à Chicago, c'est une fascinante histoire du fondateur de la fameuse capitale mondiale de l'architecture moderne. Mais qui était Jean-Baptiste Pointe-du-Sable? On va voir ensemble. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable est né à Saint-Marc, actuelle ville de Saint-Marc en Haïti, aux environs de 1745, d'une esclave africaine et de marins français. Comme tant d'autres hommes de couleur nés d'un père français, son père l'a probablement envoyé faire des études en France. On apprend que c'était un homme beau, raffiné et intelligent. Du Sable maîtrisait le français, l'anglais, l'espagnol et quelques dialectes amérindiens. Parti s'installer en terre américaine vers 1779, il y créa un comptoir commercial qui lui rapportait des sommes faramineuses à cette période historique. Étant un poste de ravitaillement pour des trappeurs, marchands et amérindiens, ce comptoir fut à l'origine de la fondation de la ville de Chicago. En 1778, il a épousé la fille d'un chef indien, Catherine, avec qui il eut deux enfants, Jean et Suzanne. Son mariage est le premier en date de la ville de Chicago, dans laquelle il était le premier propriétaire d'une résidence. Il possédait entre autres des fermes, des granges, un moulin, des peintures européennes et des objets d'art à caractère religieux. L'histoire rapporte que pendant la guerre de l'indépendance, il a été brièvement emprisonné par les Anglais, lesquels le soupçonnaient d'être un espion au service des Américains. En 1800, il a laissé Chicago et vendu sa propriété au trappeur Jean Lalime, qu'il a cédé plus tard à John Kenzie, un marchand provenant de New York. C'était au Missouri en 1818 que Du Sable a cassé sa pipe.
En 1968, l'État de l'Illinois a proclamé Jean-Baptiste Pointe-du-Sable comme fondateur de la ville de Chicago. Et le musée afro-américain d'histoire a été rebaptisé Musée du Sable d'histoire afro-américaine. Le 17 octobre, un buste en bronze en son honneur est installé sur le côté est de Michigan, au nord de la rivière de Chicago. Le pont traversant cette rivière est également baptisé du Sable Bridge, pont du sable en français. On a célébré le centenaire du pont du sable dans la ville de Chicago qui s'est déroulé le 14 mai 2020 dans un silence étourdissant à cause de l'épidémie de la COVID-19 qui abasourdit le plus grand État du monde. Yvonne Sylvain, première femme médecin en Haïti. Nombreuses sont des femmes qui s'imposent et changent de vie. Parmi ces femmes, on trouve quelques-unes qui, hier ou encore aujourd'hui, ont créé leur page d'histoire en Haïti. C'est le cas de Yvonne Sylvain, qui a à jamais changé la donne pour toutes les générations des femmes haïtiennes. Dans les couloirs maintenant délabrés de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, Yvonne Sylvain, comme d'autres médecins engagés, a contribué grandement à l'avancée du secteur médical haïtien. Première femme gynécologue obstétricienne d'Haïti, elle consacra sa vie à aider son pays dans le traitement de différentes maladies. Yvonne Sylvain a vu le jour à Port-au-Prince, un 28 juin 1905. Elle est la fille du célèbre poète, écrivain, avocat et diplomate Georges Sylvain, également membre du célèbre mouvement littéraire La Génération de la Ronde et combattant acharné de l'occupation américaine. Passionnée pour la profession d'institutrice, elle décroche un diplôme à l'École normale supérieure ENS de l'Université d'État d'Haïti, UEH. Son intérêt prononcé pour l'art l'amène cependant vers une exploration poussée de l'art haïtien. Yvonne médecin, comment ça a commencé? À ses 28 ans, un homme vient soudain terner le tableau de sa vie. Sa mère Eugénie Malbranche décède. Très attachée à cette dernière, Yvonne vit très mal cette bête qui chamboule tout son quotidien. Elle décide par la suite de réorienter sa vie en se lançant vers les sciences médicales. Elle devient alors la première étudiante de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UEH. Yvonne Sylvain a rendu l'âme le 3 octobre 1989, laissant un travail remarquable dans un milieu jadis exclusivement fréquenté par le genre opposé. En avril 2005, Yvonne Sylvain a été honorée à titre posthume par l'Association médicale haïtienne. Lutter contre l'oubli de celles qui ont participé activement à la construction de notre société se révèle une nécessité dans l'optique d'inspirer les jeunes filles des générations à venir à se faire valoir. La première femme linguiste et anthropologue d'Haïti, Suzanne Commerce-Sylvain. Née un 6 novembre 1898, la fille aînée du grand écrivain et activiste haïtien, chef de file de la génération de la Ronde, Georges Sylvain, a marché sur les traces de son père. Dans une Haïti des années 20 où les choses intellectuelles étant réservées aux hommes, Suzanne s'acharne, dans une obstination sûrement héréditaire, à ouvrir la boîte de Pandore et fait un legs aux futures générations de femmes haïtiennes. Port-au-Prince, Paris, Kingston, trois grandes capitales hébergent l'étincelle intellectuelle de la jeune fille dans ses études primaires. Indépendante et audacieuse, Commerce-Sylvain n'entend pas suivre les règles de son époque qui veulent confiner la femme au foyer. Elle veut faire des études supérieures et travailler. Elle crée un scandale sans précédent en devenant la première femme à travailler dans un bureau à Damiens en 1925. Commerce-Sylvain fournit une importante base à la connaissance de la culture populaire d'Haïti. Dans ses investigations, elle retrace les origines de celle-ci à travers l'Afrique. Elle prend position que le lexique du créole est tiré majoritairement des dialectes africains, Iwe et Fon, au lieu de la langue française, un pied de nez pour l'oppresseur. Ces divers articles de référence mettent en lumière non seulement des aspects de la vie sociale et culturelle d'Haïti, mais aussi de certains pays de l'Afrique, notamment le Congo et le Nigeria. Avec son mari Jean Comer, elle a constitué un catalogue très important sur les contes d'Haïti.
les plaçant dans le registre de l'oralité folklorique haïtienne et des cultures créoles en général. Le 20 juin 1975, au Nigeria, Suzanne Comer Sylvain rend son dernier souffle à la suite d'un tragique accident de voiture. À 76 ans, elle laisse un travail gigantesque qui la place au rang des grands scientifiques de son époque. Première femme linguiste, première anthropologue et première femme avec un doctorat en Haïti. Ses travaux de recherche lui ont valu une reconnaissance et des récompenses à l'échelle internationale. Premier aviateur haïtien, Chalter Weyman, héros à Paris à 20 ans. Chalter Weyman est reconnu comme le premier aviateur haïtien. Il n'atteignait pas encore la barre des 21 ans résolus quand il eut effectué son tout premier raid aérien en novembre 1910, qui lui a valu la reconnaissance hexagonale. Le nom de Chalter Weyman est peut-être méconnu de la nouvelle génération d'Haïtiens. Mais cet homme charrie une histoire singulière. Il est surtout indexé comme étant le premier aviateur haïtien et sa légende s'est plutôt construite à l'extérieur, principalement en France. En septembre 1910, après un premier exploit, le magazine sportif français Vie au Grand Air l'avait surnommé Héros de Paris-Clermont-Ferrand, ce qui n'avait pas manqué de raviver les flammes de la presse haïtienne à l'époque. Ce compatriote qui s'est fait connaître dans le monde de l'aviation à la fin de ses 20 ans et s'est illustré aux côtés des plus doués de son époque est né à Port-au-Prince le 2 août 1889. Descend par 2 fois d'une lignée de Nancy, de son père et de sa mère. Il est bruit que les fonds qui ont financé ses études en aviation ont été prélevés des avoirs de son aïeul, Mémé Rivière. Hypothèse plausible mais peu déchiffrable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, prière de vous abonner pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.